Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 41 qui s'étale du 7 au 13 octobre. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. On peut maintenant aborder le sommaire. Nous débuterons par les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en TA, nous poursuivrons avec les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons avec une nouvelle nomination de Microsoft dans le Magic Quadrant dans la catégorie Endpoint Protection Platform qui fait forcément écho pour les fans de sécurité. Comme depuis un certain nombre d'années, les ransomware représentent une menace croissante pour les entreprises et les terminaux non gérés, comme les appareils personnels utilisés au travail, sont particulièrement vulnérables. En réponse à cette hausse d'attaque, Microsoft a amélioré la protection des entreprises avec Defender for Endpoint, une plateforme de sécurité basée sur l'intelligence artificielle capable de détecter et de répondre rapidement aux menaces sur différents types d'appareils, y compris Windows, Linux, macOS, Android et des objets connectés. Par exemple, cette solution peut détecter une tentative de ransomware et isoler les appareils compromis en moins de 3 minutes. La bonne nouvelle, c'est qu'en intégrant les dernières innovations telles que Microsoft Copilot for Security, Microsoft renforce la capacité des équipes de sécurité à analyser les menaces et à réagir plus rapidement. Ce nouvel outil alimenté par l'IA permet de mieux comprendre les attaques grâce à des analyses détaillées, facilitant ainsi la prise de décision. Prenons l'exemple d'un analyste qui pourra utiliser un langage simple pour identifier rapidement une menace et bloquer son développement. Ce n'est pas tout puisque Microsoft a conçu un nouvel agent de sécurité pour Linux optimisé pour les charges de travail critiques des serveurs, offrant ainsi une protection encore plus étendue. L'objectif est ainsi de rendre la gestion de la sécurité plus simple pour les équipes tout en leur fournissant une visibilité sur l'ensemble des menaces. Et cerise sur le gâteau, avec la solution Defender Expert for XDR, Microsoft offre un service de sécurité 24/7, ce qui permet d'obtenir une assistance continue pour gérer les incidents et protéger vos systèmes même quand vous dormez. Et oui, les pirates sont répartis dans le monde entier et ne font pas forcément des horaires de bureau, c'est donc tout bénef pour vous. Passons à l'article suivant. Saviez-vous que le mois de sensibilisation à la cybersécurité fêtait ses 21 ans, tout juste majeur aux États-Unis? D'ailleurs, cette année se démarque des précédentes, notamment avec la montée des attaques de phishing et des fraudes en ligne, souvent rendues plus sophistiquées grâce à l'IA. Encore et toujours elle. Les cybercriminels arrivent à se faire passer pour des institutions légitimes, comme votre propre banque ou Microsoft, rendant leurs attaques plus difficiles à détecter. Mais sachez que le monde de la sécurité fait face à un autre défi majeur, à savoir la pénurie mondiale de professionnels en cybersécurité, avec environ 4 millions de postes non pourvus en 2023. Du coup, si vous cherchez quoi faire dans les prochaines années, la cybersécurité peut être une excellente idée. Face à ces menaces grandissantes et au manque de ressources, il est essentiel de renforcer la sensibilisation et la formation de chacun pour se protéger en ligne, que cela soit les professionnels de la sécurité, mais aussi les personnes lambda dans leur travail au quotidien. Microsoft propose d'ailleurs un kit appelé Be Cyber Smart pour aider à éduquer les utilisateurs sur des pratiques de cybersécurité simples, comme l'utilisation de mots de passe forts, l'activation de l'authentification multifacteur, ou encore la reconnaissance des tentatives de phishing. Par exemple, le phishing qui consiste à envoyer un email frauduleux pour voler des informations a pris une ampleur inquiétante ces derniers mois et ces dernières années. D'ailleurs, des études montrent qu'un nombre croissant de personnes se font encore piéger
particulièrement avec l'aide de l'IA qui rend ces attaques plus difficiles à déceler pour un œil averti comme les nôtres. Le kit Be Cybersmart aborde aussi des sujets comme la sécurité des appareils et l'utilisation sécurisée de l'IA. Il encourage également les entreprises à former leurs équipes sur ces bonnes pratiques pour renforcer la sécurité collective de l'entreprise. En parallèle, Microsoft travaille avec des agences comme la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ou CISA, pour promouvoir des mesures simples de protection, telles que maintenir ses logiciels à jour ou activer un VPN lorsqu'on utilise des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés comme dans les cafés ou les aéroports. Alors pour tous ceux intéressés et les autres, je mettrai le lien du kit dans les commentaires du podcast. Terminons nos articles encore avec un sujet sur la sécurité car de nouvelles campagnes malveillantes exploitent de plus en plus des services d'hébergement de fichiers populaires comme OneDrive, SharePoint ou Dropbox pour lancer des attaques de phishing sophistiquées. Tiens, le phishing, on n'en parlait pas il y a quelques instants? Alors, ces services, largement utilisés par les entreprises pour le partage de fichiers, mais aussi par les particuliers, sont détournés pour contourner les mesures de sécurité classiques. Les cybercriminels envoient des fichiers ou des liens malveillants sous couvert de services de confiance, rendant les attaques difficiles à détecter. Le but de ces campagnes est de compromettre les identités ou les appareils des victimes, souvent en incitant les utilisateurs à ouvrir des fichiers ou à cliquer sur des liens dans des emails de notification légitimes. Par exemple, une fausse notification pourrait indiquer que Bernard a partagé un document avec vous via OneDrive ou SharePoint. En cliquant sur le lien, l'utilisateur est dirigé vers une page de phishing qui lui demande de saisir son mot de passe et son code de vérification multifacteur. Une fois ces informations récupérées, les cybercriminels peuvent accéder au compte et poursuivre leurs attaques, notamment en volant des données ou en orchestrant des fraudes. Microsoft recommande plusieurs actions pour se protéger de ces menaces, comme l'activation de l'authentification multifacteur, que l'on appelle plus communément le MFA, l'utilisation de stratégies d'accès conditionnel ou encore le blocage des connexions à des domaines et des adresses IP malveillants via Defender for Endpoint, dont nous avons évoqué tout à l'heure. Il vous est aussi possible d'activer des politiques basées sur les risques. Avec cela, une entreprise peut limiter l'accès aux utilisateurs provenant d'adresses IP ou d'appareils non conformes, réduisant ainsi les chances de compromission. Azure permet ainsi de le faire avec l'utilisation du service Conditional Access. Vous l'aurez donc compris, tout ce qui peut être mis en œuvre pour limiter ou réduire l'impact de telles attaques est bon à prendre. Bon, eh bien, j'ai l'impression que nous en avons terminé pour les articles. Nous pouvons passer aux annonces en JA. La première concerne Azure Cache for Redis et notamment le SKU Enterprise et le SKU Enterprise Flash qui proposent désormais la version 7.2 de Redis avec son lot de nouveautés comme des fonctionnalités géospatiales étendues, la publication l'abonnement partitionné ou encore la prise en charge du protocole de sérialisation Redis en version 3, couramment appelé RESP 3. De son côté, Azure Cosmos DB n'est pas en reste puisqu'il supporte le airbag au niveau de la passerelle dédiée. On est d'accord, c'est quand même plus pratique de s'authentifier avec Microsoft Entra ID plutôt qu'avec une clé. Et ce n'est pas tout, puisque toujours sur Azure Cosmos DB, vous allez pouvoir gérer vos données plus facilement à l'aide de nouvelles fonctionnalités de sélecteurs de colonnes personnalisés et d'historique de filtrage. L'équipe produit met en avant ces nouvelles fonctionnalités qui, selon elle, devraient rendre votre exploration de données plus efficace. Parlons maintenant de Azure Database for MySQL qui vous propose avec la maintenance flexible de reprogrammer la date de maintenance de vos instances quand vous le souhaitez, histoire d'impacter le moins possible vos applications et donc vos utilisateurs pendant les heures de pointe. Sachez tout de même que la fenêtre de reprogrammation maximale est de 30 jours. Bah oui, on les connaît les petits malins qui ne font que repousser les échéances de patching 1. Le service Azure Database for PostgreSQL, quant à lui, évolue aussi puisque vous pouvez dorénavant modifier certains paramètres de votre serveur, comme le nombre maximal de workers d'applications parallèles par abonnement, mais aussi d'autres paramètres à l'image de Temp File Limit, le Logical Decoding Work Mem, l'Idle Session Timeout ou encore le Log Hostname.
Bref, au niveau du portail, vous retrouverez ces éléments dans le menu Server Parameters de vos instances Azure Database for PostgreSQL. Alors, il ne nous manquait que le service Azure SQL Database pour avoir fait le tour des bases de données sur Azure. Eh bien, il y a deux annonces pour Azure SQL Database. La première est de réaliser des économies en réduisant le délai de pause automatique qui passe de 1 heure à 15 minutes pour le mode serverless. L'idée est de mettre en pause votre base de données pendant les périodes d'inactivité. D'ailleurs, plus le délai de mise en pause automatique est court, et plus la mise en pause automatique est fréquente, donc plus les économies potentielles sur les coûts de calcul sont importants. C'est QFD. La seconde annonce vous propose d'effectuer des basculements bidirectionnels entre SQL Server 2022 et Azure SQL Managed Instance grâce à la fonctionnalité de lien dans Azure SQL Managed Instance. C'est idéal pour réaliser de la reprise après sinistre entre votre environnement on-prem et Azure. Bon, parlons un peu maintenant de réseau. L'équipe produit propose une expérience de configuration guidée pour ExpressRoute en s'appuyant sur l'aspect de la résilience. D'ailleurs, trois options de résilience sont disponibles, standard, élevé et maximale. Tout d'abord, la résilience au standard offre une redondance uniquement au sein d'un emplacement de peering. Quant à la résilience élevée, elle offre une redondance sur les emplacements de peering, mais pas au sein d'un emplacement de peering. Et enfin, la résilience maximale offre une redondance à la fois sur les emplacements de peering, mais aussi au sein d'un emplacement de peering. Côté Private Link maintenant, où le SNAT n'est plus obligatoire pour le trafic destiné au Private Endpoint transitant par une NVA, ainsi, vous pourrez désactiver ce fonctionnement qui était jusque-là mandatory simplement en ajoutant un tag au service qui héberge votre NVA, que cela soit des VM ou des VM Scale7. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la doc officielle si vous êtes concerné par ce fonctionnement. Au sein du service Azure Virtual Network, vous pouvez maintenant venir avec vos propres IPv4 en faisant du Bring Your Own IP sur le scope global et plus seulement sur le scope régional comme c'était le cas jusqu'à présent. Du coup, par exemple, en fournissant un range /24 au niveau global, vous pourrez le subdiviser en associant un /26 à une région et un autre /26 à une autre région, ce qui est plutôt cool. Côté stockage et Azure Blob Storage, pour être plus précis, qui voit sa bande passante sortante passer de 120 gigabits par seconde à 200 gigabits par seconde pour un certain nombre de régions comme West Europe et North Europe notamment. N'hésitez pas à regarder la doc pour voir si la région dans laquelle sont déployées vos ressources est bien concernée. Terminons les annonces en JA avec le service App Service Environment qui est doté d'une nouvelle série de plans pour le mode isolé. Ces plans sont étiquetés comme I1MV2, I2MV2, I3MV2, vous aurez compris, jusqu'à I5MV2. Sachez qu'ils vont de 2 cœurs virtuels avec 16 Go de RAM pour I1MV2 à 32 cœurs virtuels avec 256 Go de RAM pour i5MV2. Eh bien écoutez, nous en avons terminé avec les annonces en JA. On peut enchaîner avec les annonces en preview. D'ailleurs, les premières concernent des services de base de données exclusivement. Débutons avec le service Azure Cosmos DB et plus particulièrement Azure Cosmos DB for MongoDB en mode vCore qui propose maintenant un stockage de 32 Tera. Ainsi, vous avez maintenant le choix entre un stockage de 8 Tera offrant 16 000 IOPS, un stockage de 16 Tera offrant 18 000 IOPS, et enfin le petit dernier de 32 Tera qui offre jusqu'à 20 000 IOPS. On continue avec le service Azure Cosmos DB for MongoDB, toujours pour le mode vCore qui propose la réplication interrégion étendue aux configurations multipartition des clusters, ce qui vous permet de créer un réplica dans une autre région en cas de souci dans la première. Une fois créé, un réplica de cluster est continuellement mis à jour avec les données écrites dans la région principale. Et ce n'est pas tout, toujours le mode vCore sur Azure Cosmos DB
qui vous permet d'utiliser jusqu'à 5 shards sur vos clusters, ce qui permet d'héberger des charges de travail plus importantes. Ainsi, lors de la création de votre instance, vous pouvez sélectionner entre 1 et 5 shards par instance. Côté Azure Database for PostgreSQL qui prend en charge la version 1.3.2 de l'extension Anon, pour rappel, cette extension améliore les capacités d'anonymisation des données en fournissant un outil puissant pour protéger les informations sensibles dans vos bases de données. Et ce n'est pas fini avec Azure Database for PostgreSQL puisque l'équipe produit annonce l'arrivée de DixAn. Ce dernier est l'un des algorithmes d'indexation vectorielle les plus rapides du marché, développé par Microsoft Research et qui est largement utilisé chez Microsoft dans des services tels que Bing ou encore Microsoft 365. DiskAn vous permet de créer des applications d'IA générative extrêmement précises, performantes et évolutives qui surpassent les index HNSW et IFV-FLAT de pgvector en termes de vitesse et de précision. À vous de nous dire si c'est réellement le cas. Écoutez, c'était la dernière annonce en preview. On peut passer aux décommissions. Les deux premières concernent le service Azure AI Language avec pour commencer le retrait des analyses de texte personnalisées pour la santé qui étaient jusqu'alors en preview et qui seront retirées le 10 janvier 2025. Il est recommandé de basculer vers d'autres services comme la reconnaissance d'entités nommées personnalisées dans Azure AI Language toujours. Ensuite, toujours sur Azure AI Language avec le retrait le 10 janvier 2025, de l'analyse des sentiments personnalisés qui, elle aussi, était en preview. Une des alternatives peut être la classification de texte personnalisé dans Azure AI Language. Côté FinOps, il y a également du changement puisque Microsoft annonce le retrait le 1er juin 2026 des versions de l'API Azure Price Sheet Download by Billing Account antérieures à la version 2023-09-01. Vous l'avez donc compris, il suffit donc d'utiliser cette nouvelle version pour ne pas avoir d'interruption de service. Et enfin, la dernière décommission concerne le service Azure Load Balancer et plus particulièrement la propriété Number of Probe qui disparaîtra le 1er septembre 2027. Cette dernière est remplacée par la propriété Probe Threshold. Voilà, notre épisode est terminé. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez d'ailleurs le partager si vous le trouvez intéressant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À très vite.